Durant la Seconde Guerre mondiale, l'une des méthodes d'exécution les plus simples et les plus répétées fut aussi l'une des plus brutales, la pendaison au poteau. Elle fut utilisée dans les villes, les camps de concentration, les petits villages et les tribunaux. Contrairement à d'autres systèmes, celui-ci ne nécessitait aucune préparation spéciale. Avec seulement une corde, un support élevé et un ordre, n'importe qui pouvait être exécuté en quelques minutes. Soldats, civils, autorités, voisins et même prisonniers ayant du pouvoir l'appliquèrent. Le poteau n'était pas un symbole, c'était un outil. Dans chaque recoin du conflit, du début à la fin, la corde suspendue fut une image constante. Pourquoi, parmi tant de méthodes d'exécution, le poteau fut-il le plus utilisé, le plus craint et le plus répété pendant et après la guerre? La pendaison au poteau fut l'une des formes de mise à mort les plus cruelles utilisées à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En mai 1945, après 6 ans de guerre brutale, l'Europe était en ruine. Les villes étaient dévastées, les camps de concentration venèrent d'être libérés et la justice devint une urgence. Il fallait punir ceux qui avaient provoqué tant d'horreur. Mais la grande question était de savoir comment le faire, quel type de mort méritaient les pires criminels de ce moment-là. Alors qu'à Nuremberg, les leaders nazis étaient jugés sous surveillance internationale, en Europe de l'Est apparut une forme très différente d'appliquer la peine capitale, la pendaison au poteau ou pole hanging. Elle fut surtout appliquée dans des pays comme la Tchécoslovaquie et la Hongrie entre 1945 et 1947, et elle n'était pas seulement utilisée pour exécuter, mais aussi pour que la mort fasse plus souffrir. Contrairement à la pendaison classique avec trappe, qui cause une mort rapide en brisant le cou, ce système était plus rudimentaire, mais aussi plus impitoyable. On utilisait un poteau en bois d'environ 3 mètres de haut. La personne qui allait mourir était emmenée les mains attachées derrière le dos et les pieds fermement attachés. Une corde lui était passée autour du cou, par-dessus le poteau, et l'exécuteur tenait l'extrémité dans sa main. Le condamné était légèrement soulevé du sol, puis relâché. La corde serrait lentement son cou, sans rien briser, coupant juste l'air petit à petit. Cette agonie pouvait durer entre 1 et 5 minutes. Pendant tout ce temps, la personne était consciente, le visage violet, les yeux gonflés, luttant pour continuer à respirer. Ce châtiment n'a pas été inventé après la guerre. Il existait déjà du temps de l'armée austro-hongroise, où il était utilisé pour fusiller ceux qui s'échappaient ou trahissaient. Ce qui changea, c'est qu'après la libération, il fut de nouveau utilisé, mais avec une idée plus claire, donner un exemple public aux responsables des massacres du nazisme et à ceux qui les avaient aidés. Entre 1945 et 1947, la pendaison au poteau devint quelque chose que tout le monde pouvait voir sur les places publiques ou à l'intérieur des prisons. À Prague, la cour de la prison de Pankráck fut l'un des lieux les plus utilisés. À Budapest, il le faisait devant l'Académie de musique. Il ne se cachait pas. Contrairement à ce qui se passait à Nuremberg, où les morts étaient privés, ici tout était ouvert. Des milliers de personnes vinrent voir comment on tuait Karl Hermann Frank, celui qui avait ordonné de détruire le village de Lidis. En Hongrie, tous virent comment Ferenc Szalasi, chef du parti fasciste de la Croix fléchée, s'asphyxiait peu à peu pendu à un poteau. Les autorités laissaient entrer les photographes et les caméramans. Elles voulaient que cela soit gravé à jamais. Ce n'était pas un hasard si elles avaient choisi ce châtiment. Les gouvernements de Tchécoslovaquie et de Hongrie disaient que ceux qui avaient tué lentement des milliers de personnes ne méritaient pas une mort rapide. En Hongrie, de plus, il y avait un motif plus fort. Ceux du parti de Szalasi avaient assassiné des milliers de Juifs en les jetant dans le Danube attachés les uns aux autres pour qu'ils se noient. La pendaison au poteau imitait cette souffrance, une asphyxie lente devant tous. Souvent, ils forçaient ceux qui allaient mourir à revêtir l'uniforme avec lequel ils avaient commis leur crime. Karl Hermann Frank fut pendu avec son vieil uniforme des SS, Szalasi, avec la chemise verte de son parti. C'était une humiliation finale, une façon de rappeler qui ils étaient et ce qu'ils avaient fait. Les chargés d'exécuter n'étaient pas des improvisateurs ni des volontaires assoiffés de vengeance. C'étaient des bourreaux expérimentés. Ils avaient perfectionné leur technique pendant des années. Certains savaient comment manipuler la tension de la corde pour que la mort soit plus rapide ou plus lente, selon ce qui leur était demandé. Tout l'acte suivait un protocole. Le condamné était conduit au poteau par des gardes armés. Un prêtre s'approchait si la personne voulait recevoir les dernières prières.
Celui qui exécutait, en costume sombre et chapeau, se chargeait de bien tout attacher. On lisait à haute voix ce qu'il avait fait. Si le condamné voulait dire quelque chose, on le laissait faire. Parfois, il criait des phrases fascistes. Ensuite, le châtiment était exécuté. Les gens qui regardaient réagissaient de façon très différente. Lors de certaines exécutions, tout le monde restait silencieux, comme si c'était un rite. Dans d'autres, on entendait des cris de soutien quand le mort était quelqu'un de très haï, comme Andras Kuhn, le prêtre assassin. Pour certains qui avaient perdu des proches dans l'Holocauste, ces morts publiques étaient une façon de refermer une blessure. D'autres pensaient que continuer à tuer ne faisait qu'alimenter plus de haine. Les journalistes présents laissèrent des témoignages poignants. Un Britannique qui vit mourir Kurt Daluege à Prague dit que la mort fut si lente qu'elle semblait faite pour que le condamné se souvienne de chaque victime. Un chroniqueur hongrois, qui vit mourir Szálasi, écrivit que personne n'applaudit, personne ne fit la fête. C'était comme si tout un pays relâchait l'air après des années de peur. La pendaison au poteau n'était pas seulement une forme de tuer, c'était une déclaration. En Allemagne, sous le contrôle des Alliés, on utilisait des méthodes considérées plus civilisées. Mais les pays qui avaient subi l'occupation nazie voulèrent faire comprendre clairement qu'ils commandèrent désormais et pouvaient punir comme ils voulaient. Pour les gouvernements communistes qui prenaient le pouvoir dans cette partie de l'Europe, ces morts en public servaient aussi à faire passer leur message. Le communisme avait vaincu le fascisme et il fallait clairement établir qui étaient les bons et qui étaient les méchants. Mais cette forme d'exécution ne dura pas longtemps. Vers la fin de 1947, la plupart des chefs nazis étaient déjà morts. Les nouveaux gouvernements commencèrent à utiliser des méthodes moins visibles. La guerre froide avait déjà commencé et les exécutions publiques de fascistes furent remplacées par des procès plus discrets contre les ennemis du système. Avec le temps, presque tous les pays européens abandonnèrent la peine de mort. Ce fut un changement qui prit des décennies et qui montrait une autre façon de voir la justice. La Hongrie abolit la peine capitale en 1990, après la chute du régime communiste. La Tchécoslovaquie, qui se divisa ensuite en République tchèque et Slovaquie, l'élimina en 1990 et 1993. Les photos en noir et blanc de ces exécutions sont toujours là, comme témoins de cette époque. Des hommes pendus à des poteaux, entourés de gens qui regardaient sans rien dire. Ce sont des images qui montrent comment la justice et la vengeance se sont mêlées alors que l'Europe était encore pleine de blessures ouvertes. Ces hommes qui moururent au poteau n'étaient pas des voleurs ordinaires. C'étaient des personnes qui avaient organisé des massacres, avaient envoyé des milliers de personnes dans des camps d'extermination ou avaient torturé sans relâche. Leur vie montre comment des gens ordinaires peuvent devenir des exécuteurs d'horreur défiant toute logique. Après la fin de la guerre, le châtiment par poteau fut maintenu dans plusieurs zones occupées, non seulement comme méthode d'exécution, mais aussi comme rappel visible. Dans de nombreuses régions qui avaient été sous domination nazie, surtout à l'Est, ce système continua d'être appliqué pendant les premières années du Nouvel Ordre. Les autorités voulaient que tout le monde sache ce qui arrivait à ceux qui avaient collaboré avec l'ennemi ou à ceux qui s'opposaient désormais au nouveau pouvoir. Le poteau ne nécessitait aucune préparation spéciale. Il suffisait de trouver un endroit élevé, comme une branche épaisse, une structure en bois ou une barre de fer. Dans les petits villages, on utilisait même les poteaux électriques ou les poutres d'anciens entrepôts. La seule chose importante était que ce soit visible de tous. Le lieu choisi faisait partie du message, une place centrale, une rue passante ou devant un bâtiment public. Personne ne pouvait faire semblant de ne pas l'avoir vu. On utilisait des cordes résistantes et le processus était simple. On passait la corde autour du cou, on la tendait en tirant depuis l'autre extrémité et on laissait le pendu sans toucher le sol. C'était lent, visible et efficace. Il n'y avait pas de trappe ni de mécanismes spéciaux. Seulement la force du bourreau et la corde qui serrait de plus en plus à chaque seconde. Le visage de celui qui mourait était à la hauteur des yeux de tous. Il n'y avait aucun moyen de ne pas croiser le regard. Dans ces actes, on ne cherchait pas la rapidité. L'étouffement durait le temps nécessaire pour que les personnes présentes comprennent. Parfois, il s'agissait de 3 ou 5 minutes pendant lesquelles le corps se débattait. Le silence des gens rendait la scène encore plus pesante. Les visages devenaient rouges, les yeux sortaient de leurs orbites, la langue pendait, la peur se répandait sans un mot. Ceux qui regardaient ne pouvaient pas s'éloigner. Souvent, les voisins, les travailleurs ou même les proches de celui qui allait mourir étaient forcés d'être présents. Ils ne pouvaient ni se retourner,
ni regarder le sol. Certains se couvraient la bouche pour ne pas crier, d'autres ne clignaient pas des yeux. C'était un châtiment qui ne se terminait pas avec la mort. L'image restait gravée pendant des années. Les pancartes sur la poitrine faisaient partie du rituel. On y écrivait en grandes lettres la raison de l'exécution: traître, espion, saboteur. Bien que dans de nombreux cas, ces accusations n'aient pas été prouvées. Il suffisait d'un ordre signé, d'une délation ou d'une simple rumeur. La rapidité avec laquelle la sentence était appliquée ne laissait aucune place à la défense. Dans les prisons, le poteau était également utilisé, bien qu'à l'intérieur des murs. La cour se transformait en scène. Les prisonniers étaient forcés de s'aligner, immobiles, devant la corde. Le condamné était nommé, ses prétendus crimes lui étaient lus, et il était pendu. Tous devaient revoir. Personne ne pouvait parler. Personne ne pouvait pleurer. Cette méthode était aussi appliquée pour contrôler ceux qui portaient encore l'uniforme. Dans le chaos des derniers jours, de nombreux soldats s'étaient enfuis, avaient rompu les rangs ou désobéi. Les commandants les attrapaient et, sans procès formel, les pendaient devant les autres. Peu importait qu'il s'agisse d'une recrue ou d'un officier. L'important était de montrer que personne ne pouvait partir sans permission. Dans plusieurs cas, les compagnons eux-mêmes devaient préparer le poteau. Un groupe tenait le condamné, un autre tenait la corde. Certains pleuraient en exécutant les ordres. Ils savaient que refuser pouvait leur coûter la vie. On exécutait un homme, mais on disciplinait tous les autres. C'était un outil de contrôle total. Les archives montrent des exécutions au poteau sur les marchés, dans les gares, les cours d'usine et même devant les écoles. Des pendaisons multiples furent enregistrées, parfois 2, 3 ou 5 personnes en même temps. C'était une scène brutale. Les corps pendaient côte à côte, le vent les déplaçait légèrement et les gens observaient en silence. La peur se multipliait. Chaque mort publique provoquait une chaîne de silence. Les familles ne parlèrent pas. Les voisins ne posaient pas de questions. On vivait en sachant que n'importe quel geste pouvait être interprété comme de la sympathie pour le pendu. Et cela pouvait mener à la même fin. Les photos de cette époque montrent des corps pendus avec des vêtements ordinaires, pantalons, chemises, robes. Certains avaient encore le sac sur la tête, d'autres le visage découvert. On voyait parfois du sang sur leur nez ou leur bouche. Les cordes marquèrent la peau. La rigidité du corps indiquait qu'il n'y avait plus rien à l'intérieur. Le châtiment se répétait tellement que, dans certains villages, il devint une partie du paysage. Cela ne surprenait plus. Les gens passaient, regardèrent du coin de l'œil et continuaient leur chemin. On comptait les morts comme on compte le temps. Un de plus, encore un. Jusqu'à ce que cela ne semble plus étrange. Même des enfants virent ces scènes. Ils allaient main dans la main avec leurs parents ou couraient près de l'endroit où le poteau était dressé. Ils demandaient ce qui se passait. Parfois, personne ne répondait. Parfois, on leur mentait pour les protéger. Mais l'image restait gravée. Un corps qui pend, une corde qui ne se lâche pas et une foule sans mots. Les registres montrent que les autorités n'enlevaient pas toujours les corps rapidement. Ils étaient laissés là 1 ou 2 jours. L'odeur se mêlait parfois à celle du marché. Les oiseaux s'approchaient. Les vêtements étaient mouillés par la pluie. Cela faisait partie du message. Voici ce qui arrive si vous vous écartez du chemin. Les témoignages oraux confirment que beaucoup de ces corps disparaissaient sans être enregistrés. Certains allaient dans des fosses communes. D'autres étaient brûlés sans identification. Il n'y avait ni cérémonie, ni nom, ni croix. Juste le vide où une vie avait été suspendue. Ce type de mort a également traversé les frontières. Bien que le poteau ait été plus utilisé en Europe de l'Est, il existe aussi des données sur des exécutions similaires ailleurs. Dans les zones rurales d'Allemagne, par exemple, des châtiments rapides à la corde furent appliqués dans les premiers jours de l'occupation alliée. Les troupes soviétiques utilisèrent également ce système contre les ennemis du régime. Certains témoins se souviennent avoir vu des poteaux dressés en pleine rue, avec des soldats en surveillance. La différence était que le public n'y était pas autorisé. Seule la menace flottait dans l'air. L'utilisation du poteau comme méthode officielle disparut peu à peu. À mesure que les procès s'institutionnalisaient et que les gouvernements cherchaient à montrer l'ordre, elle devint moins courante. On préféra revenir au peloton d'exécution ou à la prison. Mais pendant ces années, personne ne doutait de son effet. C'était bon marché, direct et mémorable. Il n'y avait rien à expliquer. Le corps parlait de lui-même. La corde était loi. Et le poteau, le signe qu'il n'y avait pas de marge d'erreur. Chaque exécution publique renforçait le contrôle.
C'était une combinaison de justice, de châtiment et de peur qui marqua des générations. Dans les camps de prisonniers, le poteau n'était pas une rareté, il faisait partie du système. Là, il n'y avait besoin ni de permission, ni de formalité, ni de beaucoup d'excuses. Si un détenu enfreignait les règles ou était simplement désigné par un responsable, la corde était préparée. C'était aussi simple que de donner un ordre et de monter la scène. Les gardes rassemblaient tout le monde dans la cour, formaient des rangs et les faisaient se tenir debout pendant que l'accusé montait sur le tabouret. Personne ne parlait, personne ne bougeait. La corde était ajustée et le poids faisait le reste. Celui qui pendait ne criait pas beaucoup. Parfois, il n'arrivait même pas à protester. Il restait juste suspendu pendant que les autres regardèrent sans ciller. Ces exécutions servaient à faire savoir à tous qu'il n'y avait pas de seconde chance. Si quelqu'un pensait s'échapper, cacher de la nourriture ou simplement refuser un ordre, il avait devant lui l'image de ce qui pouvait lui arriver. Il n'y avait pas besoin d'expliquer grand-chose. Le voir suffisait. Dans de nombreux cas, d'autres prisonniers étaient forcés de tout préparer. Certains devaient apporter la corde, d'autres monter le poteau, et d'autres encore pousser directement celui qui allait mourir. Ils le faisaient à contre-cœur, avec peur, sachant que s'ils refusaient, ils finiraient de la même manière. Le système utilisait les détenus eux-mêmes pour appliquer le châtiment. L'habitude devint si courante que certains savaient qu'une exécution allait avoir lieu au bruit de pas, aux cris préalables ou à la manière dont les gardiens se tenaient. Cela ne surprenait plus. On baissait juste la tête et on attendait que cela passe. Après, une autre journée identique à la précédente. Les corps n'étaient pas retirés immédiatement. Parfois, ils restaient pendus pendant toute la journée. D'autres fois, on les laissait la nuit. Dans le camp, il y avait une odeur aigre, mélange d'humidité, de peur et de corps sans vie. Les oiseaux parfois picorèrent les vêtements. Personne ne les chassait. Les pancartes étaient toujours présentes. Il y en avait toujours une accrochée au cou ou clouée sur la poitrine. Saboteur, traître, déserteur. Bien que beaucoup ne sachent pas lire, le symbole était clair. Une corde, un corps immobile et une pancarte avec de grandes lettres. C'était l'éducation que l'on donnait à cet endroit. Dans les camps plus grands, comme ceux de travaux forcés ou les camps industriels, les pendaisons étaient aussi utilisées pour discipliner les ouvriers. Si quelqu'un cassait un outil, parlait quand il ne le fallait pas ou prenait du retard sur une tâche, il pouvait finir pendu. Parfois sans preuve, parfois par vengeance d'un supérieur. Les travailleurs étaient alignés en rang. On leur disait de regarder droit devant eux. Le condamné était placé au milieu et le signal était donné. La corde faisait son travail. Après, tout le monde retournait à sa place, sans commentaire, sans question. Le message restait suspendu entre le bruit des métaux et les pas rapides. La scène se répétait tellement que certains détenus rêvaient du poteau. Ils rêvaient que c'était eux qui montaient. Ils se réveillaient en sueur avec le bruit du vent dans les oreilles. D'autres, directement, ne rêvèrent plus de rien. Ils allaient, voyaient et restaient vivants. Pour un jour de plus. Dans de nombreux rapports récupérés après la guerre, apparaissent des descriptions détaillées de ces exécutions. Certains documents parlèrent de journées avec 3 ou 4 pendus. D'autres mentionnèrent la résistance des cordes, les poteaux improvisés ou les lieux où cela se répétait le plus souvent. Les autorités du camp ne cachaient pas ce qu'elles faisaient. Au contraire, elles l'utilisaient pour enseigner. Certains officiers emmenaient même de nouveaux gardes voir leur première exécution dans le cadre de leur formation. Ils leur expliquaient comment bien tenir le prisonnier, comment faire le nœud et comment s'assurer qu'il ne s'échappe pas. Les châtiments à la corde étaient si courants qu'ils n'avaient même plus besoin de raison. Dans certains endroits, un regard de travers, un mot mal compris ou une suspicion sans fondement suffisait. La peur était si forte que personne ne demandait d'explication. Tous supposaient que le pendu avait forcément fait quelque chose. Les conditions météorologiques n'avaient pas d'importance. S'il pleuvait, c'était fait quand même. S'il neigeait aussi. Même avec un vent fort, les prisonniers étaient obligés de regarder. Parfois on utilisait des capuchons, parfois non. Certains mouraient immédiatement, d'autres prenaient plus de temps. Le résultat était toujours le même, une corde tendue et un corps qui cessait de bouger. Les femmes subirent également ce type de mort. Dans certains camps mixtes ou dans des zones rurales, des femmes furent pendues, accusées de collaboration, de vol de nourriture ou simplement d'avoir parlé avec un soldat. La procédure était identique. La corde ne faisait pas de distinction. Dans ces cas, les habitants du village s'approchaient souvent pour regarder.
Certains étaient amenés de force, d'autres étaient poussés par la curiosité. Il n'y avait ni applaudissements, ni cris. Seulement le silence. Le corps d'une femme se balançant doucement, tandis que tous baissèrent les yeux. Les photos de ces moments montrent des vêtements simples, des cheveux lâchés, des yeux fermés. Parfois, on voit des mains attachées, parfois non. Mais l'expression du visage est toujours la même, un mélange de peur, de fatigue et de résignation. Après la pendaison, le corps restait sous surveillance. Parfois, un soldat se tenait à proximité. D'autres fois, on plaçait simplement un panneau pour que personne ne s'approche. Des heures passaient avant que quelqu'un ne le descende, et il n'était presque jamais informé de ce qu'on en faisait. Les familles ne recevaient aucune nouvelle, ni un avis, ni une lettre, ni un endroit pour déposer des fleurs. Elles savaient seulement qu'elles ne les reverraient plus. Certains posaient des questions. Il n'y avait presque jamais de réponse. D'autres pleuraient en silence. Dans de nombreux villages, pleurer à voix haute était aussi dangereux. Cette méthode fut enregistrée à différents moments de la guerre et dans de multiples territoires. Elle fut appliquée dans des camps, dans des villages, dans des villes occupées, et même dans des zones éloignées où il n'y avait presque pas d'autorité. La corde était portable. La peur aussi. Les soldats savaient que pendre quelqu'un envoyait un message plus fort que de tirer. C'est pourquoi ils le préféraient lorsqu'ils voulaient contrôler un grand nombre de personnes par un seul acte. Ils l'utilisèrent comme avertissement, comme leçon. Pas besoin de parler, juste regarder. Le poteau devenait le centre du châtiment. Les gens commençaient à craindre davantage le lieu que le motif. Dans certains cas, ils évitaient de passer par là. Dans d'autres, ils faisaient comme s'il n'existait pas. Mais tous savaient ce qui pouvait arriver s'ils se retrouvaient à cet endroit au mauvais moment. La mémoire de ces pendaisons resta vivante longtemps après. Des années plus tard, on parlait encore à voix basse des jours où un corps était suspendu au coin du village, de la façon dont la corde grinçait, des pas qui traînaient le condamné. Et même si avec le temps les gouvernements changèrent, le souvenir du poteau ne s'effaça pas. Il resta comme un symbole de ce qu'était le pouvoir sans frein, de ce qui arrivait quand les règles étaient appliquées la corde à la main et sans possibilité de se défendre. Dans les derniers mois de la guerre, quand tout commençait à s'effondrer, le poteau était toujours prêt. Il ne s'agissait plus seulement d'imposer la peur, c'était maintenant une tentative désespérée de maintenir un semblant d'ordre. Les exécutions devinrent plus fréquentes, plus rapides et souvent plus chaotiques. N'importe quel suspect pouvait finir avec une corde autour du cou. Si quelqu'un s'enfuyait, s'il discutait, s'il sortait du rang, c'était suffisant. Il n'y avait pas de révision, pas de long interrogatoire. Il suffisait d'un signe de celui qui avait le contrôle, et le châtiment était mis en œuvre. Les lieux de pendaison restaient improvisés. À défaut de structures solides, on utilisait des arbres, des portails, des poteaux électriques ou des poutres de bâtiments en ruine. L'important était que ce soit visible de loin. Même si la ville était à moitié détruite, la pendaison était effectuée quand même. Il n'y avait plus le temps de rassembler des foules, mais ceux qui étaient à proximité étaient obligés d'y assister. Certains étaient amenés des maisons voisines, d'autres étaient déjà là. Ils se tenaient en ligne, en silence, regardant. Personne ne parlait, personne ne demandait que ça s'arrête. Les jeunes soldats étaient aussi des victimes. Si l'un d'eux abandonnait son poste ou perdait le contact avec son unité, il pouvait finir pendu. La peur ne venait plus seulement des ennemis, mais aussi de son propre camp. Personne ne savait si ce matin-là, il retournerait à son lit ou finirait comme exemple. En ces jours-là, les corps n'étaient pas retirés si tôt. Beaucoup restaient pendus, tandis qu'autour tout continuait de brûler. La guerre avançait, mais la corde se maintenait. Au milieu des bombardements, les patrouilles organisaient encore des exécutions. Il n'y avait pas de pause. La rapidité avec laquelle les décisions étaient reprises était brutale. Quelqu'un donnait un nom, et quelques minutes plus tard, la sentence était prononcée. Les informations n'étaient même pas vérifiées. Si des ordres arrivaient, ils étaient exécutés. Même si l'on découvrait plus tard que c'était une erreur, il n'y avait plus de retour en arrière. On a des registres de civils pendus à l'entrée d'églises, devant des gares, ou devant ce qui restait des mairies. Parfois pour des accusations sans preuve, d'autres fois par pure confusion. Mais le corps restait là, avec une pancarte clouée sur la poitrine, et personne n'osait poser de questions. Les photos de ces jours montrent des scènes plus désordonnées. Certains corps avec des vêtements déchirés, pendus au milieu de rues dévastées.
Il n'y avait pas autant d'ordre qu'avant, mais le message était tout aussi clair. Il continuait de montrer qui tenait la corde et qui devait se taire. Même pendant que les fronts se brisaient et que les Alliés entraient dans les villes occupées, il y eut des exécutions de dernière minute. On a recensé des cas de pendaison effectués des heures avant l'arrivée des troupes étrangères, comme si même dans la défaite, le poteau devait avoir le dernier mot. Parfois, le corps pendu était retrouvé seul, sans personne pour le surveiller. Il ne restait plus personne pour expliquer pourquoi il était là. Mais il restait pendu, immobile, en silence, témoin que jusqu'à la fin, la peur continua d'être utilisée comme châtiment. Dans certaines régions isolées, où les nouvelles arrivaient avec du retard, les exécutions par pendaison se poursuivirent même après la reddition officielle. Ceux qui croyaient encore détenir le pouvoir l'utilisaient sans retenue. La corde était la seule chose qui ne s'était pas rendue. Les ordres du haut commandement n'étaient plus suivis. Chaque groupe décidait de son propre chef. S'il voyait quelqu'un de suspect, s'il pensait qu'il collaborait avec les nouveaux chefs, il le pendait. Sans avertissement, sans raison claire. Il ne restait que le poteau et la corde. Les voisins le savaient. Ils savaient que même avec la fin déclarée, le danger persistait. Ils baissèrent la tête, fermèrent les fenêtres et essayaient de ne pas regarder. Mais l'odeur revenait, et l'image du corps se balançant aussi. Dans certains villages, les registres officiels n'enregistrèrent jamais ces décès. Il n'y eut ni acte, ni enterrement légal. Seulement une corde vide le lendemain, et quelqu'un qui manquait à table. Après la guerre, on commença à recueillir les restes. Certains furent enterrés par des groupes d'aide, d'autres par des voisins qui ne supportèrent plus de voir. Mais beaucoup restèrent sans nom, sans histoire, sans personne pour demander après eux. Les autorités d'occupation documentèrent plusieurs cas. Elles trouvèrent des photos, des rapports partiels et des témoignages de ceux qui virent ou survécurent à ces scènes. Mais le nombre exact ne fut jamais connu. On parle de milliers, mais il n'y a pas de chiffre définitif. Le poteau avait été un outil de contrôle, et quand tout s'effondra, ce fut la dernière chose qui fut lâchée. C'est pourquoi sa présence persista même après la chute du régime. Il fallut beaucoup de temps pour qu'il disparaisse de la routine. Des années après, des enquêtes furent menées. Des faits furent reconstitués, des responsables recherchés. On tenta de comprendre comment quelque chose d'aussi simple avait été si efficace. Mais il ne s'agissait pas de technique, ni de logique. C'était la peur, et la corde la transmettait sans parler. Le poteau resta dans la mémoire de beaucoup, non comme un objet, mais comme un souvenir. Comme cet endroit où quelqu'un cessa de respirer, où personne ne parla, où tous comprirent sans que rien ne soit dit. Ceux qui étaient là ne l'oublièrent pas. Non pas pour ce qu'ils entendirent, mais pour ce qu'ils virent, parce que regarder était obligatoire, parce que ne pas regarder était aussi dangereux. Avec le temps, certains poteaux furent abattus, d'autres furent laissés là où ils se trouvaient, comme un signe de ce qui s'était passé. Dans certains endroits, des plaques furent apposées. Dans d'autres, même pas. Seul le silence subsista. Les histoires furent racontées à voix basse. On dit qui fut pendu, qui poussa, qui regarda. Mais on ne criait pas, on n'écrivait pas. C'était quelque chose que l'on savait, mais que l'on ne partageait pas. Des années passèrent, et les nouvelles générations entendirent ces histoires de leurs grands-parents. Certains n'y croyèrent pas, d'autres ne voulèrent pas en savoir plus, mais tous savaient que c'était vrai, que c'était arrivé. Les archives montraient plus que des récits, elles montraient des photos, des papiers, des schémas, certains avec des sceaux, d'autres avec des noms effacés, mais la méthode était la même, une corde, un endroit élevé et quelqu'un qui cessait de bouger. Dans de nombreuses zones, le poteau devint un symbole que personne ne voulait nommer. On n'y déposait pas de fleurs, on ne parlait pas d'hommage. Ce n'était qu'un vide qui restait là, même s'il n'y avait plus de corde. Ceux qui survécurent à la peur du poteau racontaient ce qu'ils avaient vu, non pas comme des héros, mais comme des témoins. Des gens ordinaires qui virent comment la vie pouvait être fauchée en quelques secondes, sans avertissement, sans chance de dire quoi que ce soit. Aujourd'hui, ces histoires apparaissent dans des documentaires, des livres, des interviews. Mais elles conservent toujours ce ton de celui qui les dit sans élever la voix. Car l'écho de cette corde, même s'il ne se voit pas, se sent encore. Et ainsi, le poteau qui commença comme un châtiment occasionnel finit par être l'une des méthodes les plus cruelles de toute cette époque. Car il n'avait pas besoin de machines, ni de tirs, ni de beaucoup d'organisation.
Il avait seulement besoin que tout le monde regarde et comprenne.